Bonjour, bonsoir Internet. Je m'appelle Jean-Gilles Joseph, alias Akhenaton, et je me présente aujourd'hui pour soutenir un fait, pour soutenir une cause qui est extrêmement importante pour la communauté noire. Donc, nous avons constaté qu'il y a une doctrine qui est en train de véhiculer maintenant. Et cette doctrine se base sur une pseudo-approche historique. Et cette doctrine visant à faire croire que tous les Noirs sont des vrais Hébreux, c'est-à-dire les Noirs dans la totalité, ce sont des Hébreux. Et que les vrais Hébreux, les vrais Israël, ce sont les Noirs. Donc, je ne suis pas contre et qu'il y a une sorte de rencontre entre les Noirs et les Hébreux, et je sais ça, mais ce n'est pas pour autant, ça ne produit pas, ne donne pas assez de faits pour qu'on puisse élaborer un corpus doctrinaire sur cette matière pour dire que nous, les Noirs, nous sommes des Hébreux. Et pour moi, c'est un problème identitaire. Et c'est parce que nous, les Noirs, nous n'avons pas une identité précise, nous avons ignoré notre identité, puisque nous avons les romans bibliques sous les yeux, et que selon les romans bibliques, il y a le peuple juif, le peuple Israël, qui aurait été choisi par Dieu. Et dans ce fait, à tout prix, nous avons utilisé des approches pseudo-historiques pour fabriquer une doctrine, pour pouvoir approprier ce titre, le titre de peuple élu. Donc, puisque ma voix n'est pas suffisante, et dans cette vidéo, je vais collecter les données ou l'exposé de quelques grands historiens et qui sont populaires sur le web. Par exemple, Jean Fils-Aimé, Cheikh Anta Diop. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette matière. C'est extrêmement important. Et ce sera édifiant. Bon visionnage. Pour ceux qui ne sont pas au courant de tout ce débat au sujet de l'identité du vrai Israël, au sujet de l'identité des vrais Juifs, vous pouvez trouver cela fantaisiste que l'on pose cette question, mais non, c'est une question qui s'est posée déjà à l'époque de l'esclavage aux États-Unis, lorsque des Afro-Américains, alors esclaves, se sont considérés tout simplement comme le véritable Israël. Ils se sont fait appeler de Black Hebrews, les Noirs Hébreux, pour une raison simple, parce que quand ils lisent le livre de l'Exode, n'est-ce pas, eh bien, ils s'identifient à ce qui est raconté dans le livre de l'Exode, et beaucoup de ceux qui ont tenté de sortir les Noirs de l'esclavage américain se sont fait bizarrement appeler Moïse. Et parfois, c'est des femmes. En sorte que, rapidement, les Noirs qui se sont retrouvés en esclavage, n'est-ce pas, aux États-Unis, ont commencé à poser la question, est-ce qu'en fait, nous ne serions pas le vrai Israël? Est-ce que nous ne serions pas le vrai peuple de Dieu? Bon. La question s'est posée une fois de plus dans les années 70, lorsqu'on a découvert l'existence d'une communauté éthiopienne qui se faisait appeler, cela depuis au moins le 6e siècle avant Jésus-Christ, une communauté éthiopienne qui se fait appeler d'État Israël, c'est-à-dire maison d'Israël, qui est très proche d'ailleurs de l'hébreu, Beth Israël, maison d'Israël, famille d'Israël ou peuple d'Israël. C'est à ce point sérieux que le rabbinat juif s'est penché sur la question et après maintes vérifications, après maintes études, après maintes considérations, le rabbinat juif a décidé qu'effectivement cette communauté éthiopienne était au fait une communauté juive, preuve d'ADN à l'appui, tradition spirituelle à l'appui, en sorte que plus tard,
à compter des années 80 et jusqu'à tout récemment encore, le gouvernement d'Israël a planifié l'immigration de cette communauté éthiopienne depuis l'Éthiopie jusqu'à Israël, en sorte qu'en date d'aujourd'hui, on compte plus de 105 000 Éthiopiens juifs qui vivent en Israël. Ça, ce sont les faits. Il y a une communauté éthiopienne juive qui a à peu près les mêmes traditions spirituelles, une communauté éthiopienne juive qui s'est identifiée à peu près au même texte sacré que le judaïsme traditionnel, en sorte qu'il y a une question à se poser, mais comment se fait-il que depuis au moins le VIe siècle, il y ait des juifs noirs, des juifs éthiopiens, qui se sont toujours considérés comme juifs, qui ont tenu, n'est-ce pas, la tradition juive, n'est-ce pas, dans cette corne de l'Afrique, si bien que dans les années 70, je l'ai dit, le rabbinat juif a constaté l'existence d'une communauté juive noire et quelques années plus tard, c'est le gouvernement d'Israël lui-même qui a favorisé, grâce à un pont aérien, la sortie de cette communauté éthiopienne depuis l'Éthiopie jusqu'à Israël. Quelles sont les hypothèses avec lesquelles nous travaillons, nous, comme historiens, pour expliquer un peuple juif noir? Alors, voyons ce que disent les traditions, voyons ce que confirme l'histoire, et enfin, voici ce qui pourrait être, n'est-ce pas, la vérité dans cette question, à savoir, est-ce que les véritables juifs ne seraient pas des Noirs? Alors, la première hypothèse, qui est une hypothèse qui s'est avérée dans la tradition, c'est que dès le Xe siècle avant notre ère, il y a eu un roi du nom de Salomon, un roi hébreu, dont l'une des concubines, dont l'une des femmes était une Éthiopienne, qu'on appelle justement la reine de Séba, reine avec laquelle le roi Salomon aurait eu au moins un fils, et cette lignée éthiopienne, cette lignée juive noire, descendrait directement des liens entre le roi Salomon, hébreu, et la reine éthiopienne Séba, de qui donc cette communauté juive d'Éthiopie descendrait. Et c'est une hypothèse qui est très forte. Et à un moment donné, on a même fait passer des tests d'ADN aux descendants de cette communauté. Et ce qu'on a constaté, c'est que effectivement, les tests d'ADN révèlent une origine non africaine de cette communauté. Et si vous posez la question à ces juifs éthiopiens, d'où ils viennent, ils vont vous répondre de manière unanime, nous descendons de l'un des fils de la reine de Séba qu'elle a eu avec le roi Salomon. Mais on peut même remonter plus haut avant Salomon. On peut même remonter, n'est-ce pas, 1 ou 2 siècles plus tôt, à l'époque de Moïse. Si vous lisez l'Ancien Testament, qui n'est pas nécessairement un livre historique, c'est un assemblage de plusieurs traditions, mais il y a quelque chose qui nous intéresse là-dedans. Si vous lisez le livre des Nombres, par exemple, on nous dit que la femme de Moïse était une Couchite. Couchite, c'est l'un des termes qu'on utilisait pour parler de l'Éthiopie. Et à un moment donné, le frère de Moïse, Aaron, et sa sœur Myriam se moquaient de Moïse en disant qu'il a épousé une femme noire, une femme couchite. Et le mot qui est utilisé en hébreu, le mot couche, justement, réfère techniquement soit à la couleur de la peau, une couleur de peau foncée, c'est pour ça qu'on dit noir, ou parfois le mot couche référait géographiquement à l'Éthiopie. Ce que ça prouve, c'est que même avant Salomon, il y a eu contact entre les Hébreux, qu'on va appeler plus tard juifs, parce que le terme juif va arriver
effectivement avec les Romains pour qualifier, n'est-ce pas, les Hébreux d'habitants de la Judée. On les appelait des Juifs. Mais en ce moment-là, au temps de Moïse, au temps de Salomon, ce n'est pas tant que je crois qu'il y ait eu historiquement un Moïse. Je suis en train de vous expliquer un petit peu, selon la tradition, d'où viennent les Juifs noirs. Eh bien, selon cette tradition, la femme de Moïse serait originaire de Couche, c'est-à-dire de l'Éthiopie, où aurait eu la peau noire, et cette femme s'appelle Séphora. Et on poursuit dans cette même tradition, lorsque Moïse a décidé d'entrer dans la terre promise, d'entrer en Canaan avec, n'est-ce pas, les Hébreux, eh bien, il y avait un groupe d'Hébreux noirs qui ont choisi de faire bande à part, de ne pas entrer en terre promise avec Moïse. Ils sont restés donc en Éthiopie et les Juifs éthiopiens descendraient directement de ces gens-là. Effectivement, l'histoire nous permet de constater que, au moins depuis le 6e, voire le 7e siècle avant notre ère, il y avait une diaspora hébraïque, une diaspora juive qui était assez nombreuse, qu'on retrouvait, n'est-ce pas, en Égypte et qu'on retrouvait dans d'autres pays, n'est-ce pas, de l'Afrique. En sorte que, qu'il y ait des Juifs noirs, rien d'étonnant à cela, l'histoire nous permet d'affirmer cela. Une troisième explication à l'existence des Juifs noirs, la voici, c'est que, vous le savez, au 6e, 7e siècle avant notre ère, les Hébreux ont été déportés. Ils ont été conduits en captivité par un peuple étranger dans un pays étranger, les fameux Babyloniens, l'équivalent des Irakiens aujourd'hui. Ils ont passé un peu plus d'une 50aine d'années à l'étranger, ce que la Bible arrondit avec le chiffre symbolique de 70. Sauf que lorsque les Hébreux devaient retourner dans leur pays d'origine, quelques-uns d'entre eux, donc les fameuses 10 tribus, puisque la tradition veut que Israël, n'est-ce pas, descende ou soit composé de 12 tribus différentes, sauf que lorsque donc les Hébreux devaient retourner chez eux, il y a 10 tribus qui ont décidé de rester, qui sont donc portées disparues. Et si vous posez la question aux Juifs éthiopiens sur leur origine, beaucoup d'entre eux vont vous dire qu'ils sont au fait de la tribu de Dan, l'une des 12 tribus d'Israël qui sont portés disparus, et eux, les Juifs éthiopiens, s'identifient à l'une de ces tribus, la tribu de Dan, et ces gens-là sont restés en Éthiopie et ne sont pas rentrés, n'est-ce pas, à Jérusalem comme d'autres Juifs ont choisi de le faire. Vous notez que c'est avec ces faits-là qu'on travaille. C'est qu'effectivement, les tests d'ADN prouvent que ces Éthiopiens-là sont véritablement des Juifs, que leur présence en Éthiopie sont attestées depuis au moins le 6e siècle avant notre ère, que lorsqu'on considère leur tradition spirituelle, leurs livres sacrés, il y a beaucoup de correspondances. Je n'ai pas dit beaucoup de ressemblances. Il y a beaucoup de correspondances entre leurs livres sacrés et les livres sacrés des Juifs traditionnels. Tout cela ne peut pas être le fruit du hasard. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les rassemble. Il faut qu'ils aient une parenté commune. À la question de la parenté commune, ils répondent différemment à cette question de 3 manières. 1. Soit qu'ils vous disent qu'ils descendent, n'est-ce pas, du fils que Salomon a eu avec la reine d'Éthiopie, la reine de Séba. Donc, Salomon, le roi, a eu une relation avec la reine de Séba, et de cette relation est né un prince duquel eux, les Éthiopiens juifs, découlent. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, elle remonte bien avant Salomon, c'est que Moïse a eu une femme couchite de laquelle il a eu des enfants, et ce sont ces enfants-là qui ont grandi, qui ont vécu en Éthiopie,
Et où la troisième explication, c'est que les Juifs éthiopiens sont la tribu de Dan, n'est-ce pas, qui a été portée disparue, mais qui s'est au fait retrouvée en Éthiopie. Bon. Rien de cela n'est fantaisiste, puisque comme je vous ai dit, il y a eu des tests d'ADN, le rabbinat juif qui était très sceptique par rapport à la judéité de cette communauté éthiopienne s'est rendu à l'évidence, n'est-ce pas, de la chose, si bien que par la suite, le gouvernement d'Israël a choisi d'inviter ces Juifs éthiopiens à s'installer en Israël comme de véritables Juifs. Ça, ce sont les faits. Je n'ai toujours pas répondu à la question initiale, à savoir, est-ce que les Noirs ne seraient pas au fait les véritables Juifs? N'exagérons pas. Je vais commencer par vous dire ce que nous savons. Ce que nous savons, c'est que il y a eu échange entre les Hébreux et des communautés noires. On l'a vu, Moïse lui-même, ou le personnage qu'on appelle Moïse, le personnage auquel les Hébreux attribuent, n'est-ce pas, les 5 premiers livres de la Bible, eh bien, selon une légende, ce personnage-là a eu une femme d'origine africaine, d'origine éthiopienne. Ça pourrait expliquer l'existence de certains Juifs noirs. La deuxième explication, c'est que on sait que Salomon a eu une relation avec la souveraine de Séba, la reine de Séba, avec qui il a eu, Salomon, au moins un fils, et ces Juifs d'Éthiopie descendraient de ce fils-là. Et la troisième explication, c'est que la fameuse tribu de Dan, l'une des 10 tribus d'Israël à être portée disparue, s'est au fait retrouvée en Éthiopie. Est-ce que ça veut dire que les Noirs seraient au fait le véritable peuple juif? À cette question, c'est non. Quand on regarde, n'est-ce pas, les Juifs, eh bien, les Juifs d'aujourd'hui constituent au fait une mosaïque de communautés. Ça a toujours été le cas depuis au moins le 6e siècle, puisqu'on a retrouvé différentes diasporas juives en Afrique, dans la Méditerranée et plus tard en Europe, en sorte que, du point de vue épidermique, on ne peut pas dire que le juif c'est un pâle, pas plus qu'on ne peut dire que le juif c'est un foncé. Mais la réponse à contrario est aussi vraie. On ne peut pas dire que puisqu'il y a des noirs qui sont de véritables hébreux, des noirs qui sont de véritables juifs, on ne peut pas dire que, au fait, les véritables juifs, les véritables israélites seraient des noirs. N'exagérons en rien. La réalité, c'est que très tôt dans leur histoire, ce qu'on appelle des Hébreux, ou plus tard des Juifs, ont été persécutés chez eux et ils ont pris l'habitude de s'installer, n'est-ce pas, dans des communautés étrangères, sur des territoires étrangers, et ils s'y sont bien installés. Ils s'y sont installés au point que même leurs écritures saintes, qui initialement ont été écrites soit en hébreu ou en araméen, ont été traduites dans une langue étrangère, le grec, pour faciliter l'apprentissage des traditions religieuses juives à une nouvelle génération qui ne serait jamais allée dans le pays d'origine ou qui ne connaissait ni l'hébreu ni l'araméen. Donc, pour faciliter l'apprentissage de l'identité religieuse juive à une nouvelle génération qui est née dans la diaspora, on a traduit les textes sacrés juifs en grec. C'est la fameuse traduction de la Septante. Mais les Juifs étaient à ce point répandus partout sur la face de la terre que lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique, eh bien, l'un de ses traducteurs dont il s'est servi pour entrer en contact avec les autochtones, n'est-ce pas, en Amérique, en Haïti, c'était justement un Juif du nom de Juan Torres. Mais je vais vous dire plus. Je viens du nord d'Haïti. Dans le nord d'Haïti, il y a un cimetière juif qui date d'au moins le 16e siècle. Au Cap-Haïtien, on l'appelle justement cimetière à juifs.
Et j'ai déjà vu de mes yeux vus une lettre manuscrite écrite par Toussaint Louverture, dans laquelle Toussaint Louverture demandait qu'on restitue à des Juifs d'Haïti des biens qui leur appartenaient avant la révocation de l'édit de Nantes. Il faut que je vous explique ce que c'est que l'édit de Nantes. La France était régulièrement aux prises avec des guerres religieuses. Pourquoi? Parce que historiquement, la France est considérée comme un pays catholique. À un moment donné, on appelait même la France la fille aînée du catholicisme parce que beaucoup de Français étaient zélés pour le catholicisme. On les appelait justement dans ce sens-là des ultramontanistes. Lorsque le protestantisme est né en 1517 et que le mouvement du protestantisme, le mouvement de la réforme a commencé à se répandre partout en Europe, eh bien, il y a eu des Français qui se sont convertis au protestantisme. Ça allait donner lieu à une guerre civile religieuse en France. Devant cet état de fait, un roi du nom de Henri IV a pris un décret qu'on appelle l'édit de Nantes. Qu'est-ce qu'il a dit dans cet édit? C'est que plus la peine de se battre entre Français pour des convictions religieuses, chacun avait le droit de pratiquer la religion qu'il veut, pourvu qu'il la fasse, cette pratique-là, en privé. Écoutez bien. Et c'est ainsi donc que sur tous les territoires qui étaient reconnus comme des territoires appartenant à la France, donc dans les colonies, chacun pouvait pratiquer la religion qu'il voulait dans la mesure où cette pratique était privée et que cela ne l'amenait pas à désobéir aux lois françaises. Quelques années plus tard, un nouveau roi règne en France, c'est Louis XIV, et lui, Louis XIV, va choisir de révoquer l'édit de Nantes. Désormais, sur tous les territoires français, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les colonies, il fallait pratiquer la religion catholique et rien que la religion catholique. Par conséquent, ceux qui n'étaient pas catholiques étaient persécutés et on confisquait leurs biens. Imaginez qu'il y avait en Haïti, devenu plus tard Saint-Domingue, des Juifs qui jusque-là pratiquaient leur religion juive. Je vous ai dit qu'il y a au Cap-Haïtien, en Haïti, dans le nord d'Haïti, ville de laquelle je viens, un cimetière qui date d'avant 1503, d'avant l'année à laquelle les Noirs ont commencé à arriver comme esclaves à Saint-Domingue. Et lorsqu'on a révoqué l'édit de Nantes, dans les années 1685, je cite de mémoire, on confisquait les biens des Juifs. Quelques années plus tard, un certain Toussaint Louverture a émergé comme figure incontournable à Saint-Domingue. Il va même devenir gouverneur général de Saint-Domingue. Et lui, il voulait faire justice aux Juifs et il a écrit une lettre manuscrite restituant aux Juifs des biens qui leur appartenaient. Pourquoi je fais tout ce détour? C'est pour vous dire qu'il y a eu des Juifs en Afrique, cela se conçoit bien. Qu'il y a eu des Juifs en Amérique, cela se conçoit bien. D'ailleurs, la plus vieille synagogue juive en Amérique se trouve à Nassau, Bahamas. C'est l'une des plus vieilles synagogues au monde. Ce que ça veut dire, c'est que des Juifs ne sont pas toujours restés en Asie. Ils ont émigré partout, ils sont allés partout, y compris en Amérique. Maintenant, est-ce parce qu'il y a eu des Juifs en Amérique, bien avant que des Noirs soient arrivés en Amérique, est-ce que ça veut dire que les véritables Juifs seraient des Noirs? Pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que les cultures et les peuples ont toujours eu des contacts. Et moi, comme vaudouologue, je l'atteste, il y a certaines pratiques qu'on retrouve dans le vaudou qui ne s'expliquent que par le contact du vaudou avec la kabbalistique juive. Certains vins vaudous ne s'expliquent que par la kabbalistique juive. D'où ça vient? C'est parce que il y a eu des Juifs bien avant les Noirs en Haïti. Et lorsque les Noirs sont arrivés, ils ont été en contact avec des Juifs, ils ont été en contact avec les autochtones, donc les premiers habitants du continent. Et normalement, il y a eu des échanges entre eux, il y a eu des échanges spirituels, il y a eu des échanges linguistiques, il y a eu des échanges, n'est-ce pas, identitaires, ce qu'on appelle justement l'acculturation. Tout ceci pour répondre à votre question.
est-ce que les Noirs seraient les véritables Juifs ou bien est-ce que les Noirs ne seraient pas le véritable Israël? À cette question, c'est non. Qu'il y ait donc des Hébreux ou des Juifs noirs, l'histoire l'atteste, puisque toute la première partie du capsule vous a prouvé que, effectivement, il y a des Hébreux noirs, il y a des Hébreux éthiopiens. Mais ça ne veut pas dire que les véritables Juifs seraient des Noirs. Exemple, je vais vous donner un exemple de la manière dont nous on travaille comme exégètes, dont nous on travaille comme historiens. Revenons à ce texte du livre des Nombres, qui est l'un des livres sacrés du peuple juif. Nombres, chapitre 12, le verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Au fait, dans ce texte, Marie et Aaron sont respectivement, selon la tradition, sœurs et frères de Moïse. Et dans le texte, je constate que le traducteur a pris une certaine liberté en précisant que Moïse avait choisi une femme éthiopienne. Au fait, le mot hébreu, c'est couche. Le mot couche en hébreu réfère soit à une région géographique, la Nubie, que l'on va associer plus tard par amalgame à l'Éthiopie, ou, ça c'est important, le mot couche réfère à une couleur, la couleur noire, mais une noire foncée, en sorte que quand l'auteur nous dit que Marie et Aaron raillèrent Moïse parce qu'il avait choisi une femme couchite, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une femme qui était originaire de l'Éthiopie ou bien de la Nubie. Ça veut peut-être tout simplement dire que la femme de Moïse avait la peau foncée, la femme de Moïse était noire. Mais notons une chose. Si, comme certains le veulent, tous les Juifs étaient des Noirs, ou plutôt si les véritables Hébreux étaient des Noirs, cette moquerie n'aurait pas de place parce que ce serait tellement naturel que de dire, puisque tous les Hébreux sont des Noirs, ou bien les véritables Hébreux sont des Noirs, la moquerie de Myriam et d'Aaron n'aurait pas de sens, car ils se sont moqués de Moïse du fait qu'il avait choisi une femme couchite, c'est-à-dire une femme à la peau foncée. Bon. Je sais que beaucoup de Noirs aujourd'hui veulent entendre l'histoire contraire. Ils voudraient, beaucoup de Noirs, même en Haïti, il y a même une communauté, une église qui s'identifie comme les véritables Hébreux parce que les véritables Hébreux de l'Ancien Testament auraient été des Noirs. Je sais, comme je l'ai dit au début de la capsule, qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui disent au fait, les vrais Hébreux, c'est nous. Par exemple, les Lemba du Zimbabwe se considèrent comme les véritables Hébreux de la Bible. Les Ibo du Nigeria se considèrent eux aussi comme les véritables Hébreux de la Bible. Les Abayudaya d'Ouganda, eux aussi se considèrent comme étant les véritables Hébreux de la Bible. Et c'est pas un mouvement qui est confiné en Afrique. On retrouve aussi de plus en plus de jeunes chrétiens, haïtiens, qui disent, écoutez, quand on comprend bien la Bible, les véritables Hébreux, eh bien, c'est nous les Noirs. N'exagérons en rien. Ce que l'histoire nous permet de dire, c'est que oui, il y a des Juifs noirs, on l'a vu, en Éthiopie. S'il y en a en Éthiopie, il y en a ailleurs, puisque je vous ai dit qu'il y a des Juifs haïtiens, donc noirs, qui ont même précédé les Noirs en Amérique. Et vraisemblablement qu'avec le temps, eh bien, des femmes juives se sont mariées à des hommes haïtiens, ou alors des femmes, ou alors des hommes juifs ont épousé des femmes haïtiennes. De ces relations-là sont nés, n'est-ce pas, des Juifs noirs. Cela, l'histoire nous permet de l'attester. Mais que de dire que les véritables Juifs, les véritables Hébreux de l'Ancien Testament seraient des Noirs, on exagère. L'histoire ne me permet pas de le dire, je ne peux pas le dire. Ce que je sais,
ce que l'histoire nous permet de dire avec certitude, c'est qu'il y a toujours eu d'échanges entre les Hébreux, donc les Juifs, et des communautés noires, et de ces communautés noires sont nés des enfants juifs noirs. Je vous ai dit aussi que même en Haïti, des Juifs ont précédé les Africains sur ce territoire que Christophe Colomb prétend avoir découvert, mais on ne peut pas dire que puisqu'il y a eu des échanges, puisqu'il y a eu des relations sexuelles entre des femmes juives et des noirs, ou des noirs et des femmes noires, que le véritable peuple juif aurait été des noirs. Maintenant, la question c'est d'où vient cette tendance de plus en plus fréquente, de plus en plus intense aujourd'hui, de se considérer comme étant le véritable peuple hébreu, le véritable peuple juif. À cette question, je répondrai de deux manières. Eh bien, le fait est que le continent africain est en crise identitaire. Les pays d'afro-descendants sont en crise identitaire. Et quand un individu ou une collectivité est en crise identitaire, cette collectivité-là cherche à combler le vide de diverses manières. Et l'une des façons par lesquelles on cherche à combler ce vide identitaire-là, c'est en s'appropriant ce que l'autre a toujours considéré comme sien, qui nous a été imposé. Et à un moment donné, on s'identifie tellement avec cette histoire qu'on se dit finalement, c'est notre histoire à nous. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on voit beaucoup de pasteurs se mettre à littéralement noircir certains personnages de la Bible, puisque Abraham a été en Égypte, l'Égypte est en Afrique, donc Abraham est peut-être un noir. Puisque tel autre personnage a été, n'est-ce pas, en Éthiopie, donc l'Éthiopie étant en Afrique, donc ce personnage-là est noir. Mais faisons attention, faisons attention. Il y a quelque chose en anthropologie qu'on appelle des mythes fondateurs. Chaque peuple, chaque collectivité s'est donné un certain nombre de mythes fondateurs. Le fait par les Hébreux de se raconter un certain nombre de mythes fondateurs sur un certain Moïse, sur un certain Abraham, ne signifie pas qu'il y a eu historiquement un Moïse ou un Abraham. Je vais vous dire ce que nous savons historiquement. Le fait par le peuple juif de raconter l'histoire d'un exode, comment ils sont sortis de l'esclavage après 400 ans en Égypte pour aller vers Canaan, la terre promise, ça ne veut pas dire que cela se soit passé comme ça. Au fait, quand on regarde les annales égyptiennes, il n'y a pas eu un peuple juif en Égypte qui a été réduit en esclavage et qui serait sorti, n'est-ce pas, de l'esclavage par un certain Moïse. Ça sera dans une autre capsule. Ce n'est pas parce que vous noircissez le Jésus que les Européens nous ont présenté que vous lui donnez des traits négroïdes qu'il existe pour autant. Au fait, le fait par beaucoup et de plus en plus de jeunes Africains de s'identifier comme les véritables Juifs, les véritables Hébreux, ou de noircir Jésus, ça révèle quelque chose de plus profond encore. Au fait, ça révèle un rejet de votre véritable identité. Vous voulez vous couper de votre véritable identité de noir avec une spiritualité beaucoup plus vieille que celle des Hébreux, une spiritualité à bien des égards, quant à moi, beaucoup plus profonde, beaucoup plus exhaustive que celle qu'on retrouve dans la Bible, et plutôt que de vous renouer avec cette spiritualité-là, de renouer avec la spiritualité de vos ancêtres, vous tournez le dos à cette spiritualité-là et vous êtes en quête d'une identité illusoire. Au fait, si je me mets à penser que je suis blanc, que je suis européen, je peux le croire autant de fois que je veux, mais la réalité ne change pas. Je ne suis pas blanc et je ne suis pas européen. Donc, je vais répondre une fois pour toutes à cette question. Est-ce que les Noirs seraient les véritables Hébreux ou les véritables Juifs de l'Ancien Testament? À cette question, c'est non. Toute personne qui vous dit oui, vous fournit au fait une réponse fantaisiste. Je vous ai amené des faits historiques, je vous ai amené
des hypothèses, je vous ai amené des traditions et je vous ai dit, sur la base de ce que l'on sait comme historien, sur la base des documents auxquels nous avons accès, voici la vérité. Mais si vous voulez vous accrocher à une fausse identité en vous faisant croire que Jésus était black, si tant est qu'il y ait eu un Jésus, que le véritable Moïse était noir, il était africain, si tant est qu'il y ait eu un Moïse, eh bien, malheureusement, vous vous accrochez à du vent et tôt ou tard, la réalité va vous rattraper. Et je voudrais m'adresser en particulier à mes amis du mouvement Black Hebrews, là, les Noirs qui se considèrent comme les véritables Hébreux. Chez eux, on retrouve un rejet viscéral de leur identité africaine. Ils disent, écoutez, l'Égypte, qui est noire, les a mis en esclavage. Et donc, ils rejettent leur africanité au nom d'une identité hébraïque. Et quand ils s'adressent à Dieu, ils s'adressent à Dieu en termes de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'évoquant jamais un seul personnage africain. Quand vous faites ça, vous savez comment ça s'appelle? Il y a un terme pour cela en ethnologie, ça s'appelle du bovarisme. Le bovarisme, c'est le fait de rejeter sa propre identité, c'est le fait de rejeter ce qui est soi au profit d'une identité étrangère, au profit de quelque chose qui n'est pas à nous. Au fait, en croyant vous libérer, vous êtes en train de vous asservir aux archétypes juifs puisqu'ils vous imposent ses ancêtres, le juif, et c'est au Dieu de ses ancêtres que vous vous adressez plutôt que de vous reconnecter avec votre africanité. Je vous le dis en toute amitié, posez-vous la question, d'où vous vient cette rage, ce besoin, cette faim de vous identifier à quelque chose qui vous a été imposé, mais qui ne vous appartient pas. Cette reproduction est importante. This is a very important reproduction. C'est dans le tombeau de Ramsès III, This is found in the tomb of Ramses III, 20e dynastie. the 20th dynasty. Vous avez le personnage de gauche. The person on the left C'est le type général, donc, représenté par l'artiste égyptien lui-même. This is the general type represented by the Egyptian artist himself. Le second, c'est le type général de tous les Européens, si vous voulez, de tous les Occidentaux. And the second person or personage is the general type of all the Europeans Yes. represented by the artist. Le troisième, c'est le type général de tous les autres Noirs de l'intérieur du continent. And the third personage is the general type representing all the other groups found in the interior of the continent, Africa. of the continent of Africa. Oui. Le quatrième, c'est le type général de tous les Sémites habitant l'Asie. The fourth personage is the general type of all of the Semites living in that area of Asia. Ceci est un tableau ethnographique. Voilà les races qui existaient à l'époque, telles que les Égyptiens les ont connues, vues et représentées. This is De différentes races. the different races represented by the artist, and these are the races that existed in his time as he saw them. Nous sommes à 1200 avant Jésus-Christ. We are 1,200 years before Jesus Christ. Yes. Donc, vous voyez que les Égyptiens ne se sont jamais confondus avec les Européens. The Egyptians were never confused with the Europeans, Ni avec les Sémites, nor with the Semites, et qu'ils ne se sont jamais différenciés sur le plan de la couleur, n'est-ce pas, sur le plan ethnique des Africains. and they never became different from on an ethnic plane from the other Africans. Regardez, ces reproductions sont assez significatives à ce point de vue. So this is fairly significant from this point of view. Or, cette image, c'est la première fois, depuis que Lepsius, c'est un relevé d'un savant allemand,
qui s'appelle Lepsius. This was discovered by a German scientist who is called... Ouais, mes amis, vous venez d'entendre les avis de Jean Fils-Aimé. Et je pense que c'était très objectif. Et donc, c'est à peu près comme mes avis. Et j'aimerais vous dire sincèrement, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder la première capsule. Et là, vous allez voir les documents ethnographiques les plus anciens, les tableaux dits des races prélevés dans la tombe de Ramsès III. Et Cheikh Anta Diop a beaucoup parlé sur ces tableaux dits des races. Et nous avons consacré une vidéo dessus et qui dure à peu près 50 combien minutes. Et j'espère, je vois que c'est extrêmement long, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder la première capsule qui traite de cela. Donc, et c'était vraiment objectif. Je pense que la doctrine visant à dire que nous sommes des juifs, nous les noirs, nous sommes des juifs, c'est une crise identitaire. Et je l'ai dit dans la première capsule et je l'ai redit encore. C'est une crise identitaire, Jean Fils-Aimé le dit, c'est une crise identitaire. C'est parce que nous avons été colonisés et nous avons été colonisés avec la Bible hébraïque. Nous sommes familiers avec les histoires, les romans bibliques. Et c'est pour cette raison, nous avons revendiqué, nous avons rejeté notre africanité pour revendiquer une identité qui n'est pas la nôtre. C'est clair. Donc, et vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez pour pouvoir toucher plus de noirs juifs possible, plus de juifs noirs. Et pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils laissent tomber cette doctrine, pour embrasser leur véritable identité qui est l'identité africaine.